Il fut un temps où l'île de la Réunion était appelée l'île Bourbon. Bien évidemment, cette île a malheureusement aussi été confrontée à la traite négrière. Le 14 janvier 2026, un film réalisé par Abd al-Malik est paru dans les salles de cinéma. Le nom de ce film est Fursi. Dans ce film, on entend cette citation. Un esclave n'est pas une personne, c'est un meuble. On verra ensemble dans cette vidéo qui était Fursi et en quoi l'île de la Réunion, autrefois appelée l'île Bourbon, est une île emblématique qui représente énormément pour la traite négrière. Reste avec moi si tu veux en savoir plus. Avant la France, l'île Bourbon est une île complètement inhabitée. On dit que l'actuelle Réunion présente une particularité rare dans l'histoire coloniale mondiale, puisque n'étant pas habitée, elle ne présente donc aucun peuple autochtone, aucune société installée et aucune structure politique locale. Ce point est fondamental et doit être posé clairement. La France n'est pas venue conquérir un peuple, mais une terre, et elle va s'approprier un territoire stratégique. Dire que l'île est inhabitée ne signifie pas qu'elle est inconnue. Dès le Moyen-Âge, bien avant l'arrivée des puissances européennes, les navigateurs arabes et persans sillonnent l'océan Indien. Ils maîtrisent des routes maritimes reliant la côte est de l'Afrique, la péninsule arabique, l'Inde, ainsi que l'Asie du Sud-Est. Ces routes sont anciennes, structurées, mais surtout documentées. Dans plusieurs sources arabo-persanes, l'île apparaît sous le nom de Dina Morgabin. Dina, c'est un terme utilisé dans l'océan Indien médiéval pour désigner une île, et Morgabin dérivé de l'arabe al-Gharb, signifiant l'ouest, le couchant. Dina Morgabin signifie donc l'île de l'ouest ou encore l'île du couchant, par rapport à d'autres terres orientales. Ce nom prouve donc que cette île est située, nommée, identifiée bien avant d'être française et bien avant d'être identifiée comme étant l'île Bourbon. À cette époque, Dina Morgabin n'est pas une colonie ni un lieu de peuplement, c'est juste un centre urbain. Elle sert surtout de repère géographique, de point de référence sur des cartes maritimes pour les escales potentielles en cas de nécessité. Les navigateurs n'y fondent pas de ville, mais ils savent qu'elle existe. L'océan Indien, lui, est déjà un espace mondialisé. Dès les siècles médiévaux, l'océan Indien va être au centre des échanges commerciaux qui sont intenses, des routes maritimes maîtrisées et des cartes qui circulent. La position de l'île est déterminante. Elle se situe à l'est de Madagascar, sur l'axe Afrique, Inde, Asie, et au cœur de l'océan Indien occidental. Pour une puissance maritime, c'est un point d'appui idéal puisqu'il y a des ravitaillements, des contrôles des routes et une protection de puissance. C'est cette position qui va donc attirer la France. À partir du moment où la France arrive au XVIIe siècle, elle trouve donc une île stratégique, certes inhabitée, mais remplie de potentiel. C'est une île déjà identifiée, cartographiée et intégrée mentalement aux routes maritimes. Il ne manque plus qu'une chose pour qu'elle devienne une colonie, une puissance européenne prête à s'en emparer. La France prend officiellement possession de l'île en 1642 sous le règne de Louis XIII. Cette prise de possession s'inscrit dans une stratégie maritime globale. La France cherche à s'imposer dans l'océan Indien face aux Portugais, aux Hollandais et aux Anglais. À ce stade, il ne s'agit pas encore d'une colonie de peuplement massif, mais d'un point d'appui stratégique. En 1649, l'île est rebaptisée île Bourbon, en référence à la dynastie des Bourbons, famille régnante de la France. Ce renommage n'est pas seulement symbolique, il marque l'interrogation politique du territoire au royaume de France. Nommer un territoire à l'époque moderne, c'est l'inscrire dans un ordre juridique, fiscal et administratif. L'île Bourbon devient progressivement une escale de ravitaillement, un point de repos pour les navires, un relais entre l'Afrique orientale, Madagascar et l'Asie. Elle ne doit pas encore produire massivement, mais sécuriser les routes françaises dans l'océan Indien. En 1664, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert, l'administration de l'île est confiée à la Compagnie française des Indes orientales.
Il s'agit d'une compagnie commerciale privée, mais dotée de pouvoirs quasi étatiques. Administration, justice, commerce, organisation du territoire. Son objectif est clair et assumé. Rendre la colonie rentable financièrement, bien évidemment. C'est alors que des colons européens vont s'installer petit à petit sur l'île Bourbon. Il y a des anciens soldats, des engagés européens, des fonctionnaires coloniaux, des aventuriers. Ils reçoivent des concessions foncières, c'est-à-dire des terres attribuées par l'administration coloniale. Dès ce moment, la structure sociale se met en place. Une minorité de propriétaires, une organisation verticale, une économie totalement tournée vers l'exportation. La compagnie va donc développer des cultures adaptées au climat. Café, épices, culture vivière, puis progressivement canne à sucre qui deviendra centrale. Ce type d'agriculture exige une main-d'œuvre nombreuse, stable et totalement contrôlable. C'est à ce moment précis que va se poser le problème du travail. La population européenne reste faible, la production augmente et les besoins en bras explosent. Le modèle économique imaginé par la compagnie ne peut fonctionner durablement dans un système de contraintes. La solution choisie n'est pas une invention locale, elle est déjà largement utilisée dans l'empire colonial français, ce sera l'esclavage, alimenté par la traite négrière de l'océan Indien. Cette partie démontre que la colonisation de l'île Bourbon est planifiée et non pas improvisée. L'économie précède l'idéologie, le cadre esclavagiste est préparé avant même son déploiement massif. Quand la terre est organisée, quand les cultures sont lancées, quand les profits sont attendus, il reste une question décisive. D'où viendront les travailleurs ? N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. On continue ensemble ce documentaire. N'oublie pas que cette année, j'ai pour projet d'écrire un essai sur les traites humaines. Cet essai s'intitule Atlas des traites humaines. Il a pour objectif de mettre en avant les différentes traites subies dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de réaliser que l'esclavage n'a ni couleur ni ethnie, mais cet esclavage a concerné beaucoup d'êtres humains, peu importe leur couleur de peau, leur ethnie ou encore leur langue. L'objectif, c'est de comprendre ensemble que l'histoire n'a pas de couleur, mais l'histoire nous permet de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. La main-d'œuvre qui fait fonctionner l'île Bourbon ne provient pas majoritairement de la traite atlantique. Elle provient de la traite négrière de l'océan Indien. Il s'agit d'un système ancien, structuré, organisé, reconnu par les autorités coloniales françaises. Les êtres humains y sont capturés, vendus, transportés et réduits en esclavage héréditaire. C'est une traite négrière au sens strict, même si elle est longtemps restée marginalisée dans les récits scolaires. Les esclaves amenés à l'île Bourbon proviennent principalement de deux grandes zones géographiques. Premièrement, Madagascar. C'est la source majeure d'approvisionnement. Proximité géographique, réseaux commerciaux déjà existants, relations anciennes entre marchands locaux et négriers européens. Des populations entières sont capturées ou vendues sur les côtes malgaches, puis embarquées vers l'île Bourbon. Et le deuxième point, c'est l'Afrique orientale, notamment le Mozambique, la Tanzanie, ou encore le monde Swahili. Ces régions sont intégrées depuis longtemps au circuit de la traite dans l'océan Indien. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux Yasuke. J'ai abordé un documentaire au sujet de Yasuke, un homme noir qui a été tiré de sa terre. Il semblerait que ce soit le Mozambique selon les chercheurs, pour être envoyé au Japon afin de combattre auprès du fameux Oda Nobunaga. Je te laisse le lien de la vidéo dans la description et tu pourras bien évidemment y faire un tour. La traversée est longue, dangereuse, marquée par les maladies, par une forte mortalité. Les captifs sont entassés, sous-alimentés, surveillés et beaucoup meurent avant même d'arriver sur l'île Bourbon. La traite vers l'île Bourbon n'est pas clandestine à l'origine, elle est autorisée, réglementée et complètement organisée. Les autorités coloniales délivrent des autorisations, perçoivent des taxes et organisent l'arrivée des esclaves. Les captifs deviennent juridiquement des biens meubles, d'où l'extrait que je vous ai mis dans l'introduction. À leur arrivée, les esclaves sont vendus aux enchères, répartis dans les plantations, affectés selon leur âge, leur sexe et leurs conditions physiques. Ils travaillent dans les champs de canne à sucre, dans les cultures de café, dans les maisons coloniales et dans les travaux d'infrastructure. Leur statut est héréditaire, les enfants nés sur l'île deviennent automatiquement
esclaves à leur tour. Mais attention, il y a quelques particularités, dont Furcy, qu'on va aborder un peu plus tard dans ce documentaire. Dès le XVIIIe siècle, la population de l'île Bourbon est majoritairement composée d'esclaves. Une minorité blanche détient la terre, le pouvoir économique et l'autorité politique. Ce déséquilibre explique la peur constante des colons, la violence extrême de la répression et l'obsession du contrôle. Quand des milliers d'hommes et de femmes sont réduits en esclavage, une question se pose toujours. Comment les maintenir sous contrôle ? À l'île Bourbon, l'esclavage n'est ni improvisé ni toléré à la marge. Il est légalement organisé par l'État colonial français. Le cadre juridique repose sur le Code noir, promulgué en 1685, puis adapté localement pour l'océan Indien. C'est ce que j'ai abordé dans la première partie de ce documentaire sur la traite négrière. La vidéo est juste là. Le Code noir définit l'esclave comme un bien meuble, autorise les châtiments corporels, interdit aux esclaves toute autonomie juridique, soumet mariage, déplacement et réunion à une autorisation qui doit être validée par un colon. L'unité centrale de l'esclavage est l'habitation, c'est-à-dire la plantation. Chaque habitation comprend la maison du maître, les champs de canne à sucre, les ateliers, les cases d'esclaves. Tout y est pensé pour produire, surveiller et bien évidemment punir. Les esclaves sont répartis selon une hiérarchie stricte. Les esclaves de plantation, les esclaves domestiques, les esclaves de commande, qui sont les surveillants sous contrainte. Cette organisation vise à optimiser la production et à diviser les esclaves entre eux. Les journées commencent avant le lever du soleil et s'achèvent après la tombée de la nuit. Le travail est continu, exténuant, soumis aux impératifs de la récolte sucrière. Les périodes de coupe de la canne au XVIIIe siècle, les esclaves représentent donc la majorité de la population de l'île Bourbon. Le marronnage désigne la fuite d'esclaves hors du système plantationnaire sans autorisation du maître. Le terme vient de l'espagnol cimarrón, utilisé dans les colonies pour désigner un animal domestique redevenu sauvage. Dans le contexte de l'île Bourbon, le marronnage apparaît dans la mise en place de l'esclavage et se poursuit jusqu'à l'abolition de 1848. Les archives coloniales distinguent clairement deux pratiques. Le petit marronnage, fuite de courte durée ou de quelques jours, puis souvent lié à une punition imminente et un retour forcé qui est imposé ou volontaire. Il sert parfois à souffler, à négocier implicitement ou alors à tout simplement retarder une sanction que va subir l'esclave de la part de son maître. Le deuxième type de marronnage, c'est ce qu'on appelle le grand marronnage, et ce sont les fuites définitives avec une rupture totale quant à la plantation et une installation dans l'intérieur de l'île. C'est cette forme qui inquiète le plus les autorités coloniales, puisque la configuration de l'île joue un rôle très décisif. L'intérieur est montagneux, volcanique, couvert de forêts épaisses, découpé par des ravines profondes, et difficilement accessible. Les cirques, notamment Mafa, Silao ou encore Salazie, offrent des zones naturelles de refuge. Ces espaces échappent largement à la surveillance directe, au déplacement rapide des colons armés, et la nature devient une barrière contre le contrôle colonial. Face au marronnage, l'administration coloniale met en place une répression structurée. Elle s'appuie sur des milices locales, des chasseurs de marrons, parfois des esclaves contraints de traquer d'autres esclaves. Et ces petits marronnages vont petit à petit emmener à une grande révolution, celle qu'on appelle bien évidemment la Révolution française, mais qui aura aussi des conséquences à l'île Bourbon, puisqu'il y aura la bataille de Saint-Leu. En 1789, la Révolution française arrive, mais l'ordre colonial résiste. Quand la Révolution éclate en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et les débats sur l'esclavage circulent dans l'Empire. Mais au Mascareigne, l'économie plantationnaire est déjà verrouillée. La richesse vient du travail forcé et les propriétaires savent exactement
ce qu'il risque si l'ordre bascule. Le point clé, c'est que l'île n'est pas en retard moralement, elle est en avance dans sa défense d'intérêt. Les colons se présentent comme français mais refusent que Paris décide à leur place quand cela menace leur plantation. C'est alors que le 19 mars 1973 que l'île Bourbon devient l'île de la Réunion. En pleine Révolution, la Convention nationale change le nom, île Bourbon, île de la Réunion, par décret. Alors pourquoi la Réunion? Premièrement, ça a un sens politique. On célèbre l'idée d'union révolutionnaire ainsi que l'effacement des symboles monarchiques. Ce n'est pas un détail de vocabulaire, mais c'est un marqueur de rupture idéologique sur une île où l'esclavage, lui, continue. En juin 1796, Paris envoie des commissionnaires. Pour forcer l'application de l'abolition, la direction envoie 2 commissionnaires, Bacot de la Chapelle ainsi que Pierre Burnel. Sur place, les colons les font rembarquer de force afin qu'ils puissent retourner à Paris. En 1802, sous Napoléon Bonaparte, la France a rétabli l'esclavage dans plusieurs colonies. C'est un repère nécessaire pour comprendre pourquoi, même après 1794, l'esclavage redevient un ordre normal dans l'Empire. Pendant les guerres napoléoniennes, les Britanniques prennent le contrôle des Mascareignes. À Bourbon, l'occupation britannique commence après la capitulation française. Sir Roberto Townshend Farquhar, gouverneur britannique de l'ensemble des Mascareignes à cette période, souvent cité dans des sources sur la révolte. Mais du 5 au 11 novembre 1811, il y aura la révolte des esclaves à Saint-Leu. C'est ici que Saint-Leu devient un épisode majeur incontournable. Entre le 5 et le 11 novembre 1811 à Saint-Leu, éclate une insurrection d'esclaves la plus importante connue à La Réunion. Les sources évoquent un contexte de tension, crise économique, durcissement des conditions, bascule politique avec l'occupation britannique. La révolte se structure, gagne en intensité avec un objectif clair: briser l'ordre plantationnaire local. Des récits mentionnent notamment Élie comme figure majeure avec d'autres meneurs cités selon les archives et les travaux. La répression est sévère, il y aura des morts, des affrontements et des condamnations. Les sources grand public et académiques donnent des ordres de grandeur cohérents sur la brutalité et sur la fin du mouvement. Après 1811, l'esclavage ne tombe pas. Et au milieu de cette continuité, un homme va attaquer le système par le droit. Son nom, Furcy. Furcy naît en 1786 alors que l'île s'appelle encore l'île Bourbon. Il est déclaré esclave à la naissance, mais ce statut repose sur une irrégularité majeure puisque sa mère Madeleine est une femme réduite en esclavage, mais elle aurait dû être libre également. Les archives indiquent que Madeleine avait été affranchie avant la naissance de Furcy. Or, selon le droit colonial français, l'enfant d'une femme libre naît libre. Cela signifie une chose essentielle, Furcy n'aurait jamais dû être un esclave. Furcy est donc esclave sous les ordres du maître Joseph Laurie. C'est un riche planteur de l'île Bourbon, membre de l'élite coloniale blanche, propriétaire d'esclaves et bénéficie pleinement du système plantationnaire. Le combat de Furcy pour sa liberté s'inscrit dans un contexte précis. En 1794, il y a l'abolition de l'esclavage décrétée en France. En 1796, des commissionnaires sont chassés de l'île. En 1802, il y a la restauration de l'esclavage dans l'Empire. En 1811, il y a la révolte à Saint-Leu. L'ordre esclavagiste est contesté, mais toujours en place. En 1817, Furcy va mettre en place un acte qui sera marqué à jamais dans l'histoire. Il assigne son maître Joseph Laurie devant la justice pour réclamer la reconnaissance de sa liberté. À cette époque, un esclave n'a pratiquement aucun droit procédural, la justice coloniale est inféodée. À cette époque, contester un maître est vu comme une subversion. Mais Furcy, lui, va s'appuyer sur le droit. Il ne dit pas « je veux être libre », il dit « je suis libre juridiquement ». Pendant 27 ans, Furcy se bat avec des recours après recours, colonie après colonie, jusqu'à Paris. Il est soutenu par des avocats, des abolitionnistes, des juristes conscients du scandale. Son cas devient une affaire juridique nationale. Un des avocats connus de Furcy s'appelle François-André Isambert. François-André Isambert est un avocat français, abolitionniste engagé, membre de la Société française pour l'abolition de l'esclavage, actif dans plusieurs affaires liées à l'esclavage et aux droits civils.
C'est le personnage central des combats juridiques anti-esclavagistes sous la monarchie de Juillet. En 1843, la Cour royale de Paris va trancher. Elle établit officiellement que Madeleine était libre, donc Furcy est née libre. Donc son esclavage est illégal depuis 1786. Furcy gagne. Ce jugement est explosif. Il révèle les failles du système esclavagiste, il prouve que l'esclavage repose aussi sur des fraudes couvertes, et il donne raison à un homme contre tout un ordre colonial. Le 27 avril 1848, le gouvernement provisoire adopte le décret d'abolition de l'esclavage. Ce décret est porté notamment par Victor Schelker, sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies. Le texte prévoit l'abolition immédiate et définitive de l'esclavage, l'égalité juridique des anciens esclaves et bien évidemment la citoyenneté française. Contrairement à 1794, l'État entend appliquer réellement la décision. Le décret du 27 avril 1848 ne s'applique pas instantanément dans les colonies. À La Réunion, la proclamation officielle a lieu le 20 décembre 1848. Cette date devient centrale dans la mémoire réunionnaise. Ce jour-là, environ 60 000 esclaves deviennent juridiquement libres. Le statut d'esclave disparaît du droit colonial local, mais la liberté arrive sans redistribution, sans répartition et sans transformation économique. Après l'abolition, les anciens esclaves ne reçoivent absolument rien. Les propriétaires d'esclaves, eux, sont indemnisés. L'État français verse des compensations financières aux anciens maîtres pour la perte de leur main-d'œuvre. L'administration coloniale met rapidement en place des contrats de travail contraignants, un contrôle des déplacements et une surveillance policière accrue. Les planteurs estiment rapidement que les anciens esclaves sont peu fiables, le travail libre coûte plus cher et la production est donc menacée. La solution trouvée est donc l'engagisme. Notamment le recrutement massif de travailleurs venus tout droit de l'Inde. Après la proclamation de l'abolition le 20 décembre 1848, l'économie sucrière reste intacte, les plantations existent toujours, appartiennent aux mêmes familles et dépendent d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Les anciens esclaves désormais libres refusent massivement de reprendre les mêmes travaux aux mêmes conditions. Pour les planteurs, le problème n'est pas idéologique, mais il est surtout économique. Alors, à partir des années 1850, l'administration coloniale met en place un nouveau système, l'engagisme. Le principe est simple, recruter des travailleurs sous contrat à durée déterminée, principalement à l'étranger, pour alimenter les plantations. Les autorités françaises s'inspirent de pratiques déjà utilisées dans d'autres colonies. La majorité des engagés proviennent d'Inde, qui est alors sous domination britannique. Les régions de recrutement sont marquées par la pauvreté rurale, les famines récurrentes, une pression coloniale forte. Des recruteurs promettent un salaire régulier, un logement, un retour au pays après le contrat, et ces promesses sont souvent exagérées et totalement mensongères. À leur arrivée, les engagés sont affectés principalement aux plantations de canne à sucre, aux travaux agricoles pénibles, parfois aux chantiers et aux routes. L'administration coloniale impose des livrets d'engagés, un contrôle des déplacements, une justice souvent favorable aux planteurs. Les engagés sont théoriquement libres, mais leur liberté est conditionnée par le contrat. La loi protège avant tout la production sucrière. À la fin de leur contrat, beaucoup d'engagés indiens vont donc rester sur l'île de la Réunion. Faute d'argent, faute de bateaux et faute d'alternatives, ils s'installent durablement sur l'île, fondent des familles et participent à la formation de la société réunionnaise contemporaine. Langue, religion, pratiques culturelles et culinaires, et cette culture s'enracine durablement au sein de l'île de la Réunion. Pendant des décennies, l'histoire de l'esclavage, du marronnage, de Saint-Leu, de Furcy reste peu transmise. Dans les familles, on se souvient sans mots, on transmet par le silence. À l'école, c'est une histoire que moi personnellement, je n'ai jamais entendue. À partir du XXe siècle, puis surtout du XXIe siècle, la parole se libère, historiens, artistes, on est sérieux, écrivains ou encore militants, réinvestissent dans cette histoire. Le 20 décembre devient une journée de mémoire, une journée de recueillement, une journée de transmission. Ce n'est pas une fête, mais c'est surtout un rappel pour ne jamais oublier tout ce qu'il s'est passé sur l'île de la Réunion. La société réunionnaise aujourd'hui est créole, métissée, plurielle, mais ce métissage n'est pas un choix paisible. Il est né de déportations, de contraintes, de survie.
La culture réunionnaise est une création de résistance. Merci à vous d'avoir suivi ce documentaire sur l'île de la Réunion qui fait partie de ma série sur la traite négrière. Ne vous en faites pas, il y aura une partie 3. Je vous rappelle que je suis un jeune auteur qui a écrit le roman Au-delà des ombres, qui est un roman qui met en avant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai mis en avant un personnage, Amani, qui signifie paix en swahili, qui va s'extirper vers l'Est du Congo pour aller vers la capitale Kinshasa à cause du conflit qu'il y a à l'Est du pays. Je m'apprête par la suite à écrire un essai, Atlas des traites humaines, pour qu'on comprenne ensemble que dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de peuples, de toutes couleurs, de toutes langues et de tout horizon ont été soumis à l'esclavage. Je suis un passionné d'histoire et non pas un spécialiste de traite, et merci à vous d'avoir pris le temps de me suivre. On se dit à la prochaine pour un nouveau documentaire.